Madame, Messieurs, merci pour votre fidélité à notre magazine Rendez-vous d'Histoire. C'est votre magazine qui vous met en contact avec l'actualité du jour. Aujourd'hui, nous allons parler de nouvelles manifestations du Goma contre l'occupation du M23 au Nord Kivu. Sur ce, nous allons donner la parole à un panafricaniste. Il s'agit de Monsieur Norbert Yamba. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir, merci pour l'invitation. Voilà. Madame, Monsieur Norbert Yamba est panafricaniste, je l'ai dit tantôt, et puis cadre de l'UDPS. Et nous allons aussi en profiter pour parler de ces prix que vous avez reçus il n'y a pas longtemps. Alors, Monsieur Norbert Yamba, comment se porte la situation sécuritaire du pays? Ben, écoute, comme vous le savez, le Congo fait l'objet d'une agression. Une agression qui est ici d'une convergence d'intérêts. Vous avez les multinationales qui ont recruté des mercenaires qui sont nos voisins, qui jouent le rôle de sous-traitants. Et puis vous avez des Congolais complices et qui visiblement construisent des intérêts croisés avec tous ces vautours qui ont besoin véritablement de nos richesses. Donc la situation sécuritaire, certainement dans l'est de notre pays, n'est pas bonne. Cependant, les efforts sont déployés par le gouvernement de la République sous le leadership du président Félix Tshisekedi pour que finalement, quel que soit le temps et la durée, on puisse mettre fin à cette situation. D'accord. Et que cela n'est plus seulement l'affaire du gouvernement, mais ça devient l'affaire, n'est-ce pas, de tous les Congolais qui se mobilisent partout où ils sont, pour qu'à jamais on puisse terminer avec ce type d'agression. D'accord. C'est une affaire qui intéresse maintenant la population. Madame, Messieurs, nous allons voir ce reportage de la société civile du Goma qui avait manifesté pour dire non à l'occupation du M23 au Nord Kivu. On va suivre, on se retrouve tout juste après. Une centaine de manifestants répondant à l'appel de mouvements citoyens s'étaient rassemblés pour marcher contre la force conjointe l'East African Community EAC, qu'ils jugent inefficace pour lutter contre la rébellion du M23, qui continue d'occuper plusieurs localités dans les territoires des Massissi et Rutshuru, dans la province du Nord Kivu. Des barricades ont été posées par des manifestants. Des boutiques, magazines, marchés sont restés fermés en réponse à l'appel de la société civile et d'autres groupes de pression pour exiger le départ de l'EAC du sol congolais. Rappelons que la dynamique est composée des militants panafricanistes qui encouragent largement l'unité et la valorisation de tout peuple. Et les initiateurs de la manifestation tiennent à ce que cela fasse 7 jours. Une centaine de manifestants répondant à l'appel de mouvements citoyens s'étaient rassemblés pour marcher contre la force conjointe l'East African Community EAC, qu'ils jugent inefficace pour lutter contre la rébellion du M23, qui continue d'occuper. Voilà, Monsieur Norbert Yamba, vous avez suivi ce reportage. Maintenant, c'est la population qui descend dans les rues pour manifester. Comment avez-vous aperçu cela? La permanence et la récurrence de la guerre dans l'est de notre pays pousse notre peuple, sincèrement, à prendre conscience des enjeux, des tenants et des aboutissants, et décide véritablement de s'engager dans la direction de ramener la paix durable. Pour ne pas laisser essentiellement le gouvernement, j'allais dire les différents services de sécurité s'occuper de cette situation. Donc le peuple veut créer une synergie gagnante, le peuple veut créer des interactions dynamiques, et le peuple s'engage au travers de la société civile, vous l'avez vu, les hommes, les femmes disent non, on en a marre, il faudrait que cela se termine. C'est donc un signal très fort en direction des multinationales qui sont accompagnés par leurs États respectifs, en direction des voisins de la sous-région, qui sont devenus pratiquement des courtiers, des commissionnaires, des sous-traitants, et des Congolais, recrutés, que ce soit dans la classe politique, la classe militaire, la classe sécuritaire, etc., pour davantage bénéficier des dividendes. Donc, hier, certainement, qu'on aurait laissé essentiellement le gouvernement de la République s'occuper
de la recherche de la paix. Seul le gouvernement, mais c'est la population. Aujourd'hui, les acteurs non étatiques, notamment la société civile, emboîtent les pas et considèrent que le pays leur appartient et qu'on ne peut pas continuer à être infantilisé, moins encore instrumentalisé de cette manière-là. Il faut mettre fin. Et ils ont apporté leur contribution et ça permet, n'est-ce pas, aux militaires qui sont sur le front d'avoir plus de détermination, plus d'engagement parce qu'ils ne se sentent pas seuls. C'est un peu cette synergie qui est recherchée pour laquelle nous réclamons sur l'ensemble du territoire national. On ne va pas laisser essentiellement les jeunes du Nord Kivu, du Sud Kivu, compagnie, etc., de s'occuper de cette question. On aurait souhaité, de la même manière qu'à un moment donné, le président de la République avait lancé le mot de mobilisation au palais de congrès. Et puis bon voilà, donc il fallait que toutes les provinces emboîtent les pas, encore que ça ne s'arrête pas sous base d'une déclaration d'une journée, et que les actions se réalisent pour que l'opinion, tant nationale qu'internationale, soit consolide leurs convictions autour, n'est-ce pas, de l'adhésion de l'ensemble de notre peuple dans la recherche de solutions durables. Parce qu'en réalité, c'est cette communauté internationale, dénomination anonyme, qui est toujours derrière, naturellement, cet état des choses. Vous accusez la communauté internationale, mais moi je me dis que l'RDC a au moins 9 pays voisins. Alors je me pose la question, pourquoi c'est seulement le Rwanda qui est pointé du doigt? Bon, le Rwanda n'a pas de richesse naturelle, potentielle, en dehors du gaz qui se trouve dans les lacs Kivu. Et la quantité du gaz du lac Kivu qui se trouve au Congo est loin supérieure. Et donc, le Rwanda lorgne nos richesses pour vivre. Et le Rwanda a accepté de jouer le rôle de mercenaire, recruté par les puissances d'argent pour exécuter. C'est comme ça qu'on trouve le Rwanda en Centrafrique. Ce sont les militaires rwandais, ce sont les agences internationales qui payent. On trouve des Rwandais un peu presque partout. Et voilà, ils ont accepté de jouer la sale besogne en venant chez nous, en nous déstabilisant, pour que l'exploitation illicite des minéraux continue. C'est cela. Aujourd'hui, il y a une usine de raffinerie, n'est-ce pas, de coltan, même de l'or, n'est-ce pas, au Rwanda. Ils n'ont pas l'or, ils n'ont pas le coltan. On peut avoir ça à Rutshuru, et dans beaucoup d'autres territoires. À Massissi, et maintenant, à Walikale, maintenant à Taki, tout ça, oui. Voilà. Donc, ils font. C'est leur survie politique et économique, en fait. Et c'est comme ça qu'ils s'engagent dans cette danse-là. Parce que, regardez avec Habyarimana, nous avons bien coopéré. Habyarimana savait quel était le rôle du Congo et nous, on savait quel était le rôle du Rwanda. Moi, j'étais à Bukavu à son temps, nous avions des collègues, des amis rwandais, Tutsi, Hutu, etc. Il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, bon, la communauté internationale, guidée par les puissances d'argent occidentales, ont besoin des hommes et des femmes qui peuvent jouer le jeu. Donc, il s'agit d'un contrat gagnant-gagnant. On peut comprendre ça dans ce sens-là. Si au moins on essaie d'évoluer dans ce sens, peut-être qu'il y aura la paix à l'est du pays. Le contrat gagnant-gagnant, mais ils ne vont pas l'accepter parce qu'ils estiment que notre patrimoine à nous, ça leur appartient. Et ce patrimoine doit servir des générations présentes et futures. Et de quelle manière, de quelle façon? Parce que ce n'est pas le seul pays qui est voisin de la RDC. Non, mais écoute, il y a beaucoup d'autres pays qui sont voisins, mais il y a un problème de velléité, un problème de moyens, un problème de courage aussi, de recrutement aussi, parce que le Rwanda a connu pas mal de problèmes, etc. La mort d'Habyarimana, et vous savez, les Tutsis et les Hutus ne s'entendent pas, etc. Tous sont des guerriers, et voilà, on avait besoin des gens qui peuvent semer des troubles au Congo, justement pour faciliter l'exploitation anarchique des minéraux. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est prouvé que les investissements ordinaires sont moins inférieurs à la guerre, parce que la guerre est très rentable. Et alors, donc, d'une manière ou d'une autre, c'est profitable à une partie, là. Ça rapporte beaucoup d'argent. Il faut aller à Goma, il faut aller à Beni, il faut aller à Butembo, il faut aller à Bukavu. Vous allez voir des immeubles qui poussent comme des champignons. Ah bon? Ils sont construits par le Rwandais ou par les Congolais? Eh bien, voilà, les deux. Les deux.
Donc c'est profitable il y a pour les une deux, rentabilité. Oui, il y a des jeunes. C'est pourquoi je vous dis qu'il y a convergence d'intérêts. Il y a des Congolais aussi qui trouvent leur compte. C'est comme ça qu'ils ne veulent jamais accepter que la guerre se termine. Et donc c'est une guerre militariste. Donc sincèrement, on a 9 voisins, mais le Rwanda, s'est révélé qu'il aime la guerre. Il est un peuple guerrier. Et que si c'est la paix... Il ne va pas lâcher, hein? Il va continuer, il va toujours continuer. Il va continuer jusqu'à ce qu'il va subir des pertes énormes. Parce que le Congo n'est pas en train de croiser les bras. À un moment donné, on était sous embargo. Le président de la République s'est beaucoup battu avec son équipe gouvernementale pour que cet embargo soit mis fin. Et aujourd'hui, nous avons la possibilité de nous armer, nous avons la possibilité de requinquer notre armée, nous avons la possibilité d'extirper tous ces infiltrés qui visiblement ont occupé les services de sécurité et les services militaires. Et si tout cela faisant commune montre très clairement que quelle que soit la longueur du temps, la vie finira par... Et bien voilà, donc nous allons récupérer notre pays. Encore que les Congolais prennent conscience à différents atterrissages pour que nous comprenions que nous avons un défi commun. Et le défi suppose que il faut lutter contre toutes ces agressions. Mais si on se divise entre nous, aucune guerre n'est gagnée par une équipe, une armée divisée. Et donc, on a intérêt, au-delà de nos clivages, encore qu'il n'y a pas de clivage idéologique et politique. Nous sommes en train de chercher tous des postes, compagnie, etc. Mais il n'y a pas de clivage, il n'y a pas de vision idéologique bien claire entre les différents acteurs politiques qui sèment la terreur aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, moi, je suis très, très content que le président ne cesse de tendre la main à l'opposition, tendre la main à tout un chacun, dégonfler les tensions. Encore que j'étais sur vous, travers les églises aussi, emboîte les pas pour qu'ensemble, comme un seul homme, nous puissions véritablement construire la paix durable. Ça, on en a besoin, mais nous n'avons pas besoin aujourd'hui c'est pas des attaques internes, ça nous fragilise, ça nous nivelle vers le bas. Et ça, c'est important. Il va falloir que nous tous nous puissions voir dans la même direction parce que notre pays en souffre. Et quand le pays en souffre, c'est que c'est notre peuple qui est en situation difficile. Mais d'aucuns se posent la question, à quoi a servi la visite du pape en RDC? Parce que cela s'est passé juste après le départ du Saint-Père. Le Saint-Père a foulé l'épée sur le sol congolais. On pensait que sa visite, sa présence pourrait servir à beaucoup de choses. Mais juste après, on sent des manifestations à Goma, on sent de répression. Est-ce que la visite du Saint-Père a servi au moins quelque chose? Je ne sais pas si vous estimiez que ça servait à quelque chose. Le Saint-Père, il est chef de Vatican. Il vient, il fait le tour du monde. Est-ce que pour que ça puisse nous servir, il fallait que le Père se déplace jusqu'au Congo? Tout un État au Vatican, il est capable de négocier avec les forces en présence, etc. et trouver solution. Et non, il faut pas vous lérer. Il faut pas vous lérer, il faut plus réfléchir sur nos propres stratégies de sortie des crises, de sortie de la guerre. Comment nous pouvons nous battre pour affirmer véritablement notre leadership, notre capacité de locomotive en Afrique centrale. Ça, c'est un grand défi. Le Saint-Père est arrivé, il est reparti, il a fait l'évangile, il a conseillé, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Il ne peut pas aujourd'hui dire, sur base d'une déclaration, qu'il mettait fin aux équilibrations de puissance d'argent. Ah non, parce que l'Église romaine... C'est tellement matériel que lui, il est spirituel. Voilà, donc l'Église romaine a beaucoup aidé aussi, c'est pas toutes ces puissances d'argent. La Trinité coloniale, vous connaissez ce que cela représente. C'est l'Église, c'est l'administration, c'est l'économie. Oui, donc il faut saluer naturellement cette ouverture, des efforts qui sont faits par le chef de l'État, bien entendu, pour que tout le monde, le Congo soit fréquentable. Et je mets dans ce créneau la fréquentation par le pape du Congo, Kinshasa. Ça rapporte, ça donne l'idée que c'est un pays qui peut véritablement construire des relations avec d'autres pays, avec d'autres entités, etc. La preuve, c'est que le Saint-Père est arrivé et puis il est reparti. Mais entendre autre chose que cela, en disant qu'une déclaration, que le Rwanda arrête, ou que les puissances multinationales qui sont derrière le Rwanda puissent s'arrêter, moi je ne pense pas. Je ne pense pas parce que
L'objectif de l'ordre international, c'est l'exploitation des pauvres par les riches. Okay. L'Église romaine a été pour beaucoup, n'est-ce pas, dans la mise en place de ce qu'on a appelé l'esclavage, compagnie, etc. C'est le pape Nicolas V qui avait travaillé dans le sens de comprendre que la race noire est une race inférieure, elle mérite d'être toujours souffrance, dominée, tout ça, oui, dominée, colonisée, etc. Oui. Et donc, je ne dis pas que ça soit le cas avec le Saint-Père François, mais je dis que, bon, voilà, l'originalité aussi, c'est la vision de départ, etc., qui est modélée au fil du temps dans une diplomatie de vocabulaire. Okay. Certainement qu'aujourd'hui, on peut dire, bon, nous ne sommes pas là, etc., mais c'est ça, l'interprétation, on change des concepts, etc., mais le fond reste là même. J'entends parler un panafricaniste dans ce sens-là. Ouais. On y arrivera. Merci. Alors, une dernière question avant de tourner la page. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de fournir des efforts pour mettre fin à cette guerre. Vous êtes dedans, dans la sécurité. Qu'est-ce que le gouvernement doit faire pour mettre fin à cette guerre et sécuriser ses frontières? L'approche est holistique, en fait. Il faut éviter des solutions simples à des problèmes complexes. Mettre fin à la guerre suppose identifier ceux qui font partie véritablement de cette guerre. Okay. Et nous l'avons dit, et puis on a besoin de le répéter. Vous avez les vautours internationaux qui sont sanctionnés par Vous appelez les vautours. les multinationales. Okay. Elles sont sans âme, elles sont sans pitié. Quelqu'un peut tomber d'un immeuble de 100 mètres juste parce qu'il a vu un sac au rez-de-chaussée, un sac d'argent, etc. C'est pas possible. Donc, ils sont pareils. Ils nous ont coupé les bras à cause de ça. Ils nous ont tués. On nous a déporté 300, 500 millions de personnes. Torturés même. Torturés. Oui. 80% des enfants recrutés étaient castrés, mais mouraient. N'est-ce pas, des castrations. Okay. Donc, ces gens-là, ils sont sans pitié, en fait. Donc, la RDC n'a rien à faire pour sécuriser ses frontières? Non, pourquoi pas. Okay. Sinon, tout le monde entrerait dans notre pays. Il y a des efforts qui sont faits. Nous sommes en train de nous battre. Il y a l'axe militaire qui est opérationnel, etc. Nous avons quand même des hélicoptères. Nous avons quand même des militaires, etc. Mais nous avons connu une vague d'infiltration dans une série qui commence depuis 96 jusque maintenant. M23, c'est une filière, c'est une dérivée de ce que représente la politique qui a été mise en place, celle de construire des séquences de phases d'agression et d'intégration pour infiltrer les institutions. Que ce soit politique et militaire et sécuritaire. Et puis bon, chaque fois on laisse un solde qui va revenir pour intégrer. On laisse juste une partie toujours un solde. Et donc nous sommes dans ce processus-là. Il y a IFDL, il y a RCD, il y a CNDP, il y a M23. Comme s'il y a une continuité. Et là, nous avons toutes les sécurités infiltrées. Nous avons la classe politique elle-même infiltrée. Les régies financières infiltrées et le Congo nivelé complètement vers le bas. C'est ça en fait. Et c'est ça la difficulté. Et moi je suis très désolé, très inquiet lorsque j'écoute les hommes politiques ou certains acteurs de la société civile dire « Mais écoute, mais il faut terminer la guerre, on n'est pas organisé. » Arrêtez. Quel est l'agenda que nous pouvons avoir en direction, par exemple, des multinationales qui ont besoin de... Aujourd'hui, regardent, ils ont fait beaucoup de temps à Rutshuru. Vous savez, à Rutshuru, il y a le Lobium. Le Lobium entre dans l'alliance, n'est-ce pas, l'alliance aéronautique. Oui, et donc, ils ont besoin de Lobium, ils ont besoin de Ils font tout le temps l'étude du millier avant de mettre leurs pieds dedans. Tout à fait. Raison pour laquelle vous avez des ONG, vous avez toutes les entreprises multinationales qui opèrent, ils font des études qu'on appelle généralement baseline, des études initiales pour photographier la situation. Ils ont des appareils pour tester la texture de nos minéraux dans nos terrains, dans le sol et sous-sol. Et ils savent qu'à tel endroit, il y a une forte densité de minéraux et compagnie. Et à Goma, on peut dégager. Rutshuru en complant. Mais alors, à Goma, ils vont trouver quoi? À Goma, c'est une ville très touristique, mais qui a un périmètre inondé de minéraux. Inondé de minéraux. Ils ne sont pas très pressés d'attaquer Goma, parce que ils ont occupé des
stratégiques économiques, etc., comme Rutshuru, quoi, où il y a l'or, il y a le coltan, il y a le nobium, il y a le coltan, Massissi, Walikale, compagnie, etc. Et donc, quand vous regardez leur progression, c'est essentiellement trouver à prendre toutes ces systèmes stratégiques. Et quand vous y allez, ce sont les avions qui atterrissent chaque jour et compagnie, justement pour amener le minerai. Donc, ces minéraux-là partent ailleurs où il y a des industries pour transformation, compagnie, etc. Mais bon, ils veulent continuer à faire cette approche-là parce que ça ne leur coûte pas c'est là des forces, c'est ça les problèmes. Il fallait d'abord négocier. Mais nous négocions, le président de la République est tout le temps. Vous voyez, aujourd'hui, à l'Afrique du Sud, il va repartir en Angola, il était au Kenya, bon voilà, il était à New York, Washington, à Paris, Bruxelles, il était à Madrid, et un peu presque partout. Il est en train d'y aller, parce qu'en fait, toutes ces multinationales, qui sont fondamentalement des puissances d'argent, sont disséminés à travers le monde, et notamment dans le monde occidental. Et le président de la République pense qu'avec le Congo, alors notre pays, on peut négocier avec eux. Chacun peut trouver son compte. Raison pour laquelle il y avait même des décisions qui ont été prises ici sur le plan économique. La création des zones industrielles économiques. Ces zones industrielles économiques offrent des opportunités aux investisseurs étrangers avec l'exonération véritablement des taxes pour qu'ils viennent. Et avec capacité de pouvoir produire, transformer et créer une chaîne de valeur ajoutée. Et ça, c'est le discours aujourd'hui de l'autorité, du président de la République et de son gouvernement, pour permettre à ce que tous ces vautours internationaux comprennent qu'il y a moyen de négocier même avec le gouvernement responsable. Vous savez, il y a une approche aujourd'hui qui est d'habitude réalisée par tous ceux qui... Monsieur Zoukou. Oui, pas de... J'espère qu'ils ne m'ont pas infecté. Il y a une approche où on s'est dit, lorsqu'on est dans un pays où il y a un fils de ce pays, les négociations sont assez compliquées. Un nationaliste. Vraiment. Bien entendu, parce qu'il doit sauvegarder certains intérêts. Aujourd'hui, certainement qu'ils se sont amusés avec ce pays depuis longtemps. Depuis le coup d'État de 1961, avec la mort de Patrice Lumumba, puis bon, le coup d'État de 1965, 32 ans d'une dictature perfectionnée, où on a vu dans beaucoup de pays africains ce qu'on a appelé l'Afrique des colonels, des militaires pour assurer la discipline. Justement donner la possibilité, n'est-ce pas, à une nouvelle architecture coloniale qui est mise en place de manière à exploiter véritablement nos richesses. Alors maintenant, aujourd'hui, le président pense qu'il y a moyen de négocier avec eux, mais il y a moyen également de travailler dans la perspective de mobiliser nos universités, nos centres de recherche, à nous produire des technologies qui peuvent transformer. Si jamais nous avions des inventions technologiques pour transformer les nobiomes, nous serons forts. Regardez comment la Corée du Nord, la Corée du Nord aujourd'hui a une bombe atomique. Il y a même des missiles balistiques. Il y a des bombes nucléaires. Et tout cela dissuade, permet véritablement le respect. Et la Corée du Nord n'a que 23 millions d'habitants. C'est ça. Mais alors maintenant, il a la capacité véritablement de lancer des missiles qui peuvent faire une dizaine de milliers de kilomètres. Voyez, et ça peut toucher n'importe quel pays du monde. Voyez, et donc, on les respecte. Et ça, c'est de la recherche. Innovante qui a été réalisée en Corée du Nord et qui permet aujourd'hui qu'elle soit respectée. Donc, nous, le grand malheur, c'est que nous achetons. Là où nous achetons, ce sont les mêmes qui nous agressent. C'est ça. Et quelle qualité des équipements ils nous vendent. Et ça aussi, c'est un problème. Alors, pourquoi nos universités doivent subir des grandes réformes? Nous avons besoin de quelle université? Une université de littérature, une université de bavardage, une université de verbillage, ou une université de créativité, d'imagination, des alternatives qui nous permettent véritablement d'assumer notre autonomie, notre leadership. Ça, on en a besoin. Aujourd'hui, il me semble que le débat n'est pas là, le débat est à la répétition, le débat
récitation, etc., où les gens veulent faire valoir leur diplôme, compagnie, etc., sans être capable même d'inventer une qui est les plus grands. Oui. Donc, sincèrement, mais les efforts sont faits aujourd'hui par le président de la République, mais souvent, lorsqu'on dit discutons, moi j'ai exercé des responsabilités à l'international. Okay. J'ai même été représentant d'ONG européennes et belges ici chez nous. Je connais comment ils négocient, je connais leur langage, je connais comment ils s'appliquent. Ah bon? Et c'est vraiment difficile quand vous dites que pour prendre tel marché, voilà les conditionnalités, et ils sont très très allergiques par rapport à ça. Ah bon? Le président Tshisekedi qui a été... Et la meilleure façon de faire, c'est quoi? Il faut faire quoi? Non mais c'est le salut du peuple. Ou soit vous abandonnez le peuple, ou soit vous adhérez et on vous maintient au pouvoir. Dans un système patrimonial, à mendicité internationale. Et donc, mais quand vous vous posez des questions, on n'aime pas des questions. Ah bon? Pour dire que voilà, regardez comment vous avez géré. C'est un manque de considération quand même. Non seulement un manque de considération, mais on vous considère comme une race inférieure. Le patrimoine que nous avons, pour eux, c'est leur patrimoine. Ah bon? C'est pas pour nous. Et nous n'avons aucune capacité, aucune compétence de dire oui ou non. Donc, quand ils viennent, nous ne les méritons pas. Eh bien, voilà, nous ne méritons pas ça. Nous ne sommes que des gardiens. Nous ne sommes que des gardiens. Alors, pour s'imposer, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, mais il faut s'organiser. Il faut quitter le verbiage. Il faut organiser les différents secteurs de la vie nationale. Mais il faut avoir des savants qui nous inventent des alternatives. Les grands malheurs pour nous, c'est les savants d'ici ou bien d'ici, et cela est possible avec le génie de nos ancêtres. Parce qu'effectivement, nos ancêtres avaient produit pas mal de savants. Rappelez-vous, à l'Égypte antique, il y avait ce qu'on a appelé les Imhotep, qui était quelqu'un qui a formé Hippocrate, aujourd'hui, qui est devenu le père de la médecine moderne. Mais il quittait la Grèce pour venir apprendre, n'est-ce pas, en Égypte antique, qui était l'Afrique. Les Thalès, les Pythagore, etc., sont des gens qui sont venus étudier et qui ont amené cette science en Europe. Alors, pourquoi nous ne pouvons pas nous réconcilier avec nos ancêtres? Pourquoi nos ancêtres doivent être perçus comme des sorciers, etc. Pourquoi nos ancêtres doivent avoir comme prison l'enfer? Et qui a déjà vu l'enfer? Tu vois? Et alors on nous montre des photos, l'enfer, avec le diable, avec des cornes, mais il est noir. Et les noirs, c'est beaucoup plus des Africains. Ben voilà, des Africains. Et alors, et le paradis, c'est le blanc, des blancs, etc. Tout ça, c'est de la manipulation. Il faut déconjectionner toutes ces idées perverses, etc. Il faut les démystifier, il faut les dégonfler, il faut les démolir, il faut les déconstruire. Et pour que nous puissions prendre un élan vers une direction d'autonomie fondamentalement afrocentrique. Quitter l'érocentrisme vers l'afrocentrisme. Ça veut dire être fondamentalement africain, avec des valeurs qui sont les nôtres, avec le génie qui est le nôtre, avec notre spiritualité authentique. Et donc, nous affirmons véritablement notre leadership et nous apportons quelque chose à la redéfinition de l'ordre international. Et tant que nous n'aurons pas véritablement cette autonomie, tant que nos universités produisent des chômeurs de luxe, des hommes, des répétitions, des récitations, ça sera difficile. Et donc, il faut qu'à des moments, aujourd'hui, on a besoin qu'en médecine, on appelle les pygmées de l'Équateur venir enseigner comment telle feuille peut guérir telle maladie. On a besoin avec nos plantes. Avec nos plantes. Parce que l'Inde utilise leurs propres plantes pour faire la médecine indienne. Et d'ailleurs, pour être ministre de la Santé en Inde, il faut donc être un guérisseur traditionnel. Ah bon? Pour être ministre de la Recherche, que ce soit en Corée. Mais inutile d'avoir un diplôme alors? Non, mais le diplôme, parce qu'en fait, tout cela est à l'état naturel, mais il faut scientifiser ça, il faut moderniser, il faut théoriser. Et donc, la théorie, lorsqu'on aura observé des expériences naturelles, on essaye de les quantifier
de les qualifier et d'en faire une théorie. Et c'est cette théorie qui doit être enseignée à l'école, que ce soit maternelle, primaire jusqu'à l'université. Or, ici, chez nous, nous apprenons simplement ce qui a été fait en Europe, mais nous ne connaissons pas notre propre environnement. Vous avez, par exemple, des gens qui sont médecins, qui sont pharmaciens, Covid est là, mais écoutez, quelque chose qu'on n'a jamais observé dans la vie quotidienne, etc., ou de quelque chose qui sort en dehors des enseignements que nous avons reçus de l'extérieur, et donc nous sommes incapables. Et pourtant, nos ancêtres, lorsqu'il y a épidémie, ils sont capables de faire des évocations, entrer en forêt, on lui dit, allez prendre telle feuille, donner aux gens, ils vont guérir. Voilà. Et c'est ça, ces médecins-là que nous n'avons plus. Et ces gens-là n'existent plus, c'est ça? Eh ben voilà, non, ça existe, mais ils ont peur. Ils ont peur de l'enfer. Parce qu'en fait, on a diabolisé ça, non? C'est ça la coutume, non? C'est ça la coutume, la sorcellerie. La Bible vous dit, écoutez, il faut abandonner tout ça parce que c'est la sorcellerie. Or, quand vous arrivez à l'Université libre de Bruxelles, vous avez des écoles ésotériques comme la maçonnerie, la Rose-Croix, etc. Vous arrivez à l'Université d'Harvard, vous trouvez, par exemple, des maçons. Vous arrivez, n'importe, Oxford, donc partout, Cambridge, Boston, toutes ces universités, il y a des écoles ésotériques. Alors chez nous, nos écoles ésotériques, c'est-à-dire... ça n'existe presque pas. Ça n'existe pas, mais les quelques qui existent, on vous dit non, c'est diabolique, c'est satanique, vous serez dans l'enfer, compagnie, etc. C'est la façon de présenter les choses qui complique un peu. Bien entendu, mais c'est comme ça que nos chercheurs doivent être en mesure de moderniser ça. Moi, par exemple, à l'époque, je ne sais pas quelle année, là, j'ai quitté Kisangani, j'allais vers Bukavu. Mais j'ai pris le véhicule jusqu'à Lubuntu. Je suis arrivé à Walikale. Mais à Osio, à quelques kilomètres de Lubuntu, j'ai trouvé un guérisseur traditionnel qui avait un couteau, un gros couteau, et faisait des interventions chirurgicales, des opérations. Mais il opérait. Dans quelles conditions? C'est ça aussi les problèmes, Des 100 personnes à 300 personnes. Ah bon? Il opère aujourd'hui. Ça se cicatrise aujourd'hui. Et les soirs, vous rentrez chez vous. Ah bon? Alors, je reviens à Kisangani, et j'ai fait une conférence à l'université, et j'ai dit, les médecins, les pharmaciens, allez-y à Lubuntu, allez apprendre cette technologie. On m'a dit non, mais c'est de la sorcellerie. Alors, regardez quelqu'un qui prend le couteau, qui sait identifier la maladie et qui sait guérir et cicatriser le même jour. Mais les Blancs simplement avec le couteau. Le Blanc l'ont fait avec le scanner, non? Comment on accepte les scanners et puis on refuse? Parce que le scanner est plus moderne que les couteaux. Déjà, le couteau fait peur. Mais c'est justement ce que nous demandons à nos chercheurs, de prendre cela, de capitaliser l'expérience, d'en faire une théorie qui modernise véritablement la technologie. Ça, on en a besoin. Nous ne voulons pas que nous restions dans l'état d'animalité zéro ou initial. Nous voulons que cela soit scientifisé. Il faut systématiser, il faut rationaliser ça. Et ça, on en a besoin. Regardez ce que fait Edingwe. Il fait la bagarre avec son adversaire, et puis bon voilà, il sort les intestins, et le sang sort, mais il remet les intestins, il n'y a pas de cicatrice. C'est une technologie. Cette technologie-là aurait pu véritablement être maîtrisée par les médecins, par les pharmaciens. On modernise ça, on scientifise ça, on théorise ça, on fait enseigner dans nos facultés de médecine, etc. Ça, on en a besoin. Il me semble que ce débat n'est pas de mise. Et aucun pays à travers le monde, que ce soit en Asie, en Europe, en Amérique, un pays puisse se développer si on n'est pas en train véritablement d'apprendre ces héritages traditionnels qui ont fait des prouesses et qui ont permis véritablement à chaque espace de pouvoir avancer. Aujourd'hui, on a des paratonnerres. Lorsqu'il pleut, il y a des foudres, etc. Le Blanc a fabriqué des paratonnerres. Eh bien, nous, ici, il y a des gens dans nos villages qui ont les secrets. Quand la foudre arrive, il peut dévier la foudre. Mais c'est ça. Avec des mécanismes, ils connaissent comment ils dévient. Et alors maintenant, il faut scientifiser ça en ayant un produit ou un matériel qui puisse justement servir de paratonnerre. Les Blancs, ils ont des tuyaux qu'ils utilisent comme des paratonnerres, etc. Nous aussi, on peut bien le faire. Vous voyez, chez les Topoké, dans la province orientale,
Il y a un liquide, lorsqu'on t'inocule dans les yeux, vous pouvez voir même à demi-kilomètre. Ah bon? Les Blancs ont fabriqué des satellites. Nous aussi, on peut en fabriquer. Pourquoi nous ne pouvons pas fabriquer? Et quand nous fabriquons nos satellites, nous allons vendre cher. Nous allons avoir des devises. Ces devises vont nous aider à arranger les routes, à construire des logements pour les logements sociaux, à construire nos hôpitaux, des centres de santé, des postes de santé, etc. Payer bien les fonctionnaires. Et trouver du travail pour les jeunes. Mais sauf que, M. Yamba, les Blancs sont développés par rapport à leur technologie, mais beaucoup plus les Africains, c'est pour nuire. C'est ça le problème. Non, une personne qui connaît quelques valeurs de la coutume, mais c'est pour nuire à l'autre. Madame, vous savez que il y a une expression en français, on vous dit la chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières. Il a existé un moment en Europe, n'est-ce pas? Le moment où on chassait les sorciers, les sorcières. Ça a existé. Il y a des sorciers qu'on appelle aujourd'hui des médiums, qu'on appelle aujourd'hui des herboristes, qu'on appelle aujourd'hui... Vous voyez, tout ça, ça a existé. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé leur niveau de conscience. Ils avaient la capacité de sortir la nuit et de se promener. Mais une seule personne. Et le blanc, ils ont tout fait pour élever leur niveau de conscience, pour ramener ce qu'ils peuvent faire la nuit, la journée, pour que cela puisse servir non pas seulement une seule personne, que cela puisse servir plusieurs personnes. Alors maintenant, quelqu'un qui quitte, n'est-ce pas, Lodja qui va à France, avec, la nuit, aller et tout. Un bâton, là. Avec un bâton ou un balai, vous voyez. Alors le blanc, il prend conscience. À partir de ça, il génère une technologie qui permet d'avoir un avion, au lieu que ce soit une seule personne qui va, n'est-ce pas, là où il voulait. Et on peut avoir un avion qui vous prend 200 personnes. Comme une sorcellerie, une magie des Blancs. Bien entendu, bien entendu. Et nous avons cette force-là. J'ai vu dernièrement au Zimbabwe, un garçon a fabriqué un avion sans carburant. Ah bon? Les avions comme balai, là, quand ils quittent, ils vont ailleurs, il n'y a pas de carburant. Mais ce garçon est arrivé à capitaliser, à théoriser cela, jusqu'à avoir un avion, hélicoptère, qui voyage sans carburant. Avoir une télévision qui n'a pas de télécommande. Ah bon? On les guide par ce qu'on veut. Tu vois, on les voit, bon, à Kinshasa, en Afrique, on est un peu limité. On voit les jeunes qui créent des trucs, les litaka, là, qui ont la capacité de jeter, s'envoler. Mais pourquoi pas aller très loin? Vous êtes scientifique. Il faut partir par là, mais il faut que ces jeunes-là aient un génie créateur. Le génie créateur, c'est la capacité d'imagination, mais d'inspiration. Parce qu'en réalité, il y a deux mondes. Il y a les mondes visibles et les mondes invisibles. Les mondes invisibles, c'est le monde où on trouve des vivants, mais ils sont invisibles à l'œil nu dans le monde physique. Et ces gens-là ne sont pas parfaits, certes, mais ils sont suffisamment avancés par rapport à leur connaissance. Et ce sont ces gens-là qui dictent ceux qui sont vivants, visibles, dans ce monde physique, d'avoir des théories, d'avoir des théorèmes, etc. Donc, vous ne pouvez pas avoir des savants si vous n'avez pas de père respirateur. Le grand problème pour nous, c'est que nous avons coupé le cordon ombilical entre ceux qui sont vivants et visibles et les vivants invisibles. Qui sont-ils alors? Ils sont là dans le village des ancêtres. Des gens, par exemple, comme Lumumba, il n'est pas mort. Des gens comme les Kadhafi, non, écoutez, Sankara. Oui, bien sûr, on garde ses idéologies. C'est son esprit qui vit dans la tête de... Non, mais ils sont encore là. Ils sont encore là, ils sont capables de nous inspirer. Et regardez les choses que nous parlons, nous dit. Mais ces choses sont venues d'où? Regardez, il y a un compatriote qui venait de mourir. Il est guadeloupéen au Motunde. Il a développé pas mal de théories de libération effective de l'Afrique et des afro-descendants à travers le monde. Tu vois. Et donc, moi je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, il est important que nos autorités prennent en considération les valeurs qui sont les nôtres, exploitent au maximum les chefs coutumiers. Ils ont encore des secrets. Ils ont encore des secrets, mais on leur a dit, il ne faut pas oser, sinon tu vas mourir. Or, maintenant, il faut élever les niveaux de conscience. Donc, ils ont peur. Il faut dépasser le tabou.
Il faut arriver véritablement, peut-être une génération, ça va passer, mais deuxième génération, on va stabiliser ça. Et en ce moment-là, on aura des jeunes gens qui commencent. Regardez les caméras ici. En Chine, ce sont les jeunes de 12 ans qui fabriquent ça. Et un jeune, mais qui met en place sa petite usine et qui commence véritablement à vendre. Et si on en a nombreux, il y a la richesse, il y a l'argent. On ne va pas pleurer parce que ce n'est pas un budget de 5 milliards, un budget de 10 milliards, un budget de 16 milliards. On aura des budgets de 400 milliards, pourquoi pas. Et donc, ça fait aller de soi. Et c'est là que nous voulons véritablement les valeurs africaines, des valeurs panafricaines, des valeurs ancestrales, des héritages traditionnels, pour que ce soit la fondation des fondations. Voilà. Pas pour refuser ce qui vient de l'extérieur, mais c'est pour rencontrer ce qui vient de l'extérieur en disant nous avons nos racines, nous avons notre fondation, vous qu'est-ce que vous amenez, ça nous pouvons prendre, ça nous ne prenons pas. Mais cela vient se greffer sur ce que représentent nos propres valeurs. Voilà les combats que nous devons mener, pour lesquels nous croyons qu'au fil du temps, que nos autorités puissent véritablement en faire un défi. Voilà. Madame, messieurs, on va voir cet élément où monsieur Yamba Yamba, vous le sentez que c'est un panafricaniste, avait reçu le prix de mérite panafricain. On suit cet élément et on se retrouve juste pour chuter. La grande salle du musée national a servi de cadre pour l'organisation de la conférence de haut niveau placée sous les thèmes « Stratégie innovante des restaurations de la puissance africaine authentique pour le développement de l'Afrique ». Une conférence qui a connu la participation de plusieurs orateurs, notamment Massambuki Di Samuel, la reine du Midi et d'autres professeurs des universités, qui ont proposé quelques stratégies pour la panafricanisation de l'Afrique. À cette occasion, Norbert Yamba Yamba a été couronné lauréat du prix de mérite panafricain Kalala Omotunde pour avoir suivi scrupuleusement les pas de cette icône. Très satisfait de ces prix, Norbert Yamba Yamba s'est exprimé en ces termes. Nous sommes en train de vouloir une rupture pour que nous ayons notre propre fondation et que nous ayons à la rencontre de l'Occident. Mais nous avons notre enracinement, notre particularisme. Nous n'allons pas rejeter l'Occident, mais nous allons travailler. Nous allons apporter notre contribution à la redéfinition de l'ordre international. Alors aujourd'hui, nous allons vers l'ordre international, mais nous sommes sans apport. Il faut que nous ayons notre propre fondation, il faudrait que nous ayons nos propres racines. Un arbre fut-il un baobab sans racines tombe. Nous sommes tombés parce que nous n'avons pas de racines. Voilà pourquoi nous voulons restaurer véritablement cette puissance d'antan. Nous voulons restaurer ces héritages traditionnels et que ça nous permette d'être véritablement au devant de la scène dans le cadre de la scientifisation. Parce que les gens ont tendance à dire, mais on va rentrer comme nos ancêtres. Non, 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 on va scientifiser, on va moderniser, on va théoriser. Il faut que nos thèses doctorales nous aident à faire avancer les processus. Et je crois que je suis très rassuré. Le diplôme n'est pas la fin du combat. Le diplôme, c'est une motivation de plus pour que nous puissions continuer le combat. Quelques chefs coutumiers présents à cette cérémonie ont à leur tour expliqué les choix portés sur ces dignes fils du pays, Norbert Yamba Yamba. Et puis, tu peux diplôme pambate, tu as capacité ou ezali katina professeur Yamba Yamba. Azali moko oyo achaka ba chef coutumier en position et à considérer Kabango, c'est-à-dire en matière africaine, il est vraiment capable de faire tout ce qu'il faut pour un Africain. À noter que la sortie officielle du Conseil de sages Kama a eu lieu ce même samedi 4 février 2023. La grande salle du musée national. Que vous êtes représentant du panafricanisme en RDC, hein, c'est ça, hein? En Afrique. Je suis panafricaniste, oui. Parmi les panafricanistes du Congo-Kinshasa, oui. De l'Afrique centrale, parce qu'il y en a beaucoup au Sénégal, au Cameroun, Bénin, en tout cas l'Afrique de l'Ouest, ils sont nombreux. Il restait l'Afrique centrale. Mais pour ce prix oui. Panafricain, Kalala Omotunde, c'est moi le premier à obtenir ce prix-là. Et donc, ceux qui vont se distinguer dans n'importe quel pays du monde pour soutenir l'Afrique, soutenir la race noire, soutenir les efforts de nos ancêtres, etc. Chaque année,
seront récompensés par ce prix de mérite panafricain Kalala Omotunde. Omotunde, c'est un Guadeloupéen qui venait de mourir à 55 ans, mais qui a été extraordinaire, exceptionnel dans la production des idées qui permettent véritablement l'Afrique de s'assumer en tant que nation pour faire avancer et apporter quelque chose dans la redéfinition de l'ordre international. Alors, en quelques lignes, comme vous avez reçu ces prix, que comptez-vous faire pour la RDC, précisément? Ce que nous comptons faire, c'est que nous avons trouvé finalement qu'on peut tout faire. Tant que nous sommes assis sur les idées des autres, tant que nous grimpons sur les idées des autres, on ne fera rien. Parce que le système religieux est venu de l'extérieur. Ce sont des religieux importés, dits révélés. Toutes ces religions sont venues d'ailleurs. Ce sont ces gens-là qui nous disent que voilà, ils ont vu Dieu, il est blanc, il a des barbes blanches, etc. Et il faut le suivre. Comme qui dirait que tu es dans ton champ, en train de cultiver, quelqu'un arrive et dit, ben voilà, nous avons un Dieu chez nous qui est venu vous sauver, nous l'avons tué, mais nous vous demandons de croire à lui. Voilà, c'est un peu la citation. Et donc, tant que ce système-là va perdurer, et donc on ne sera pas libéré. Deuxièmement, le système politique. Regardez comment on s'est entretenu. Quelle démocratie? Quelle démocratie pour avoir quel résultat? Et pendant autant d'années, comme ça, on continue avec cette démocratie. Mais nos ancêtres, avant que l'Occident n'arrive, ils avaient leur démocratie. Alors il faut remettre en question ce système politique, démocratique à l'occidental. Nos ancêtres ont survécu pendant des années. Ils ont cohabité dans une sorte de confédération de royautés. Nous avons connu les empires, le royaume. Troisièmement, il faut changer le système éducatif qui produit des chômeurs de luxe. Les gens qui sont divorcés de la société, les gens qui sont désintégrés, déconnectés de nos valeurs. Comment on va enseigner Napoléon? On laisse Barthélemy Boganda, on laisse Patrice Lumumba, on laisse Etienne Tshisekedi, on laisse Sékou Touré, on laisse Sylvanos Olympio, on laisse Kipangvita, on laisse Fumu Kimbangu. Donc, il faut revenir à la raison. Que nous puissions véritablement aider à la construction de notre système éducatif pour sortir d'un système de perroquins, des récitations, des répétitions, où on n'a pas de scientifiques, on n'a que des commentateurs scientifiques. Et donc, il faut avoir de vrais scientifiques, mais des scientifiques qui fouinent leur environnement et qui se battent de leur environnement, dégagent un génie, et ce génie permet de proposer des alternatives, et ces alternatives deviennent des solutions, des réponses à nos préoccupations. Il faut changer le système sanitaire, au lieu d'appeler aux messes à tout moment, etc., mais que nous ayons nos propres médecins, que nos pygmées servent véritablement des sources d'inspiration par rapport à ça. Il faut changer le système économique. Ce système économique libéraux, capitalistes, socialistes, communistes. Mais n'est-ce pas, on a tenté plusieurs années, mais il n'y a pas de résultat. Lorsqu'on monte sur une échelle, si on n'arrive pas en destination, il faut changer d'échelle. Nous avons été dans une approche hérocentrique à rentabilité externe, revenons dans une approche afrocentriste à rentabilité interne. Je crois que lorsqu'on l'aura expérimenté, on aura des résultats. Bonne chance, monsieur Norbert Yamba. Vous avez un grand travail à faire. Vous avez vraiment du pain sur la planche. Merci. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Merci pour tous ceux qui nous suivent. Il ne faut pas tout de suite dire qu'Yamba est occultiste. J'attends les gens dire. Nous sommes en train d'aborder des questions qu'on aborde. Vous êtes libre. Vous êtes libre de... Soyez rassurés que nous croyons en Dieu par la croyance. La croyance bloque le raisonnement. Et tant que ça bloque le raisonnement, on ne verra pas la route, on ne verra pas la voie à suivre. Et ça sera malheureux, ça sera la disparition de notre société. Nous prenons l'engagement devant l'histoire et les générations futures, que nous posions les jalons. Et même si on ne nous reconnaît pas aujourd'hui, peut-être dans beaucoup d'années qui viendront. Merci beaucoup, monsieur Norbert Yamba, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Madame, messieurs, je recevais pour vous monsieur Norbert Yamba, qui est cadre de l'UDP, c'est un homme politique, et puis il est panafricaniste. Camitologue. Parce que je suis doctorant en camitologie. C'est un nouveau domaine qui n'est pas encore connu ici. Vous allez expliquer, c'est là un peu plus tard, prochainement. C'est la camitologie, c'est la fricologie. C'est ça. Ok. Alors, madame, messieurs, je le disais tantôt que j'ai recevé pour vous monsieur Norbert Yamba, qui est un camitologue, un panafricaniste et puis cadre de l'UDPS. Ensemble, nous avons parlé de ces nouvelles manifestations des Goma contre l'occupation du M23 au Nord Kivu. Et il a aussi commenté, il a donné quelques pistes et des solutions pour sortir de cette crise en tant que panafricaniste.
qu'un mythologue. C'est ça. Tout à fait. Merci beaucoup à toi, Rigen Bala. On va se retrouver prochainement pour un autre numéro. À très bientôt. Bye bye.